Alors, comment ils vont? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format. Et on va se faire une spéciale BD. Une spéciale BD. Une spéciale BD. Bon, on va se faire une spéciale BD Kaamelott. Eh ouais. Bon, dans la série télé d'Alexandre Astier, en fait, tu suis le quotidien de personnages maladroits, rêveurs, brisés, parfois malheureux. Bref, les mecs, c'est des humains, quoi. Et les mecs, tu les vois souvent autour de la table ronde, et ils rendent compte de leur quête chevaleresque, brillante. Vous allez pas me dire qu'il y a un dragon qui se balade là-dedans, quand... Il est là. Il nous a chié dessus. On va parler des BD. Donc dans les BD, en fait, tu découvres un peu l'envers du décor. C'est-à-dire que dans la série télévisée Kaamelott, en fait, tu les vois autour de la table ronde et ils parlent de ce qu'ils ont fait, mais tu rentres jamais vraiment dans le détail de chaque épisode. Et les BD, ça sert un petit peu de nouveau support narratif à Alexandre Astier, et en fait, t'as l'impression de découvrir un scénario inédit. Et donc, si t'es un fan comme moi, autant te dire que les BD... Du coup, tu lis les BD comme si tu découvrais un scénario inédit dont personne n'a jamais entendu parler. Et dernier élément, et pas des moindres, le truc c'est que quand tu connais la série télé, du coup t'as l'impression que quand tu lis les BD, t'entends les mecs parler. Et ça met un petit twist en plus. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Les dessins, parce que ça, c'est un peu ma passion. Ils sont signés Steven Dupré. C'est un mec, je sais pas trop si t'en as entendu parler. Il a fait l'adaptation du roman Les Piliers de la Terre de Ken Follett. C'est un écrivain qui se lance. Là, c'est un mec, il a vendu quelques bouquins, ouais. 170 millions au dernier compte. Combien? Il débute bien, quoi. Ouais, il débute bien, ouais. Donc bref, graphiquement, c'est du très très lourd. Il a un style qui est assez réaliste dans ses dessins, mais en même temps, le trait fait que, du coup, t'as toujours l'impression que les visages sont un peu caricaturés. Et donc, du coup, ça donne un style au dessin qui est juste très très canon. Autre élément important, dans tous les décors, dans tous les dessins de second plan, c'est toujours pareil, bourré de détails, c'est ultra réaliste, et en fait, ça apporte toujours un supplément d'âme à la narration. Petite anecdote très stylée, Alexandre Astier, quand il a commencé à faire de la BD, c'était pas du tout son support de prédilection. Steven Dupré, il s'est rendu compte qu'à certains moments, il y avait des planches, on sait pas pourquoi, d'un coup d'un seul, il ressortait l'épée alors qu'il l'avait posée sur la planche 4 et à la planche 9, et du coup, le dessinateur a aidé l'écrivain, et en fait, la narration n'en est que meilleure. Merci Steven Dupré. Alors, on commence à parler des tomes. L'armée du nécromant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le tome 1, il sort en 2006. On est juste un an après le lancement de la série. Là, on est dans une ambiance assez surnaturelle, assez menaçante, mais bien absurde dans le fond quand même. Vous inquiétez pas pour ça. Donc là, on retrouve 4 personnages principaux qui vont être Arthur, Caradoc, Perceval et Lancelot. Petite brochette sympatoche là. Donc là, on retrouve Arthur qui fait face à une invasion orchestrée par un nécromant. Je t'en dis pas beaucoup plus, je te laisse découvrir l'album, mais pour te donner envie, tu vas retrouver tous les bons ingrédients de Kaamelott. Un humour décalé et absurde. On a Perceval et Caradoc qui sont exceptionnels de conneries en stratégie et plan foireux. Et tu commences déjà à percevoir un petit peu la lassitude et la douleur que peut ressentir le roi. Et ça, c'est quand même un thème assez récurrent dans l'œuvre d'Alexandre Astier. Et c'est quelque chose même au-delà de la BD que tu vas percevoir dans la série télé, mais sur les saisons qui vont suivre. Ouais, parce qu'au final, est-ce que ça serait pas très très drôle de rire autour d'une seule personne qui galère, mais grave. Ensuite... le tome 2, le siège de transport, épisode 64 du livre 1. Fais confiance aux connaisseurs. Là, on est en fait complètement dans un espèce de comique de situation et dans une sorte d'ingéniosité absurde, mais tout le long de la BD. Ça fait partie d'un de mes tomes préférés. Tout est fait pour qu'il devienne culte. C'est juste parfait. Je te le conseille. Ah, et aussi petit point important. L'avantage, c'est que t'es pas obligé de lire le 1 pour lire le 2 ou d'avoir lu le 4 pour lire le 5. Ça, c'est hyper cool, c'est que tu peux les prendre indépendamment les uns des autres. Et donc, pour ça, c'est un réel avantage. On passe au tome 3. L'énigme du coffre. C'est un album qui est plus tourné sur le mystère et l'enquête. Là, tu vas découvrir un puzzle narratif qui est bourré d'intrigues. Les mystères sont le mise. Et en même temps, c'est intelligent, sans jamais sacrifier le style humoristique d'Astier, qui est bien ironique, bien froid, un peu pince sans rire en fait. Et alors en plus, élément important, là on va retrouver un Perceval exceptionnel. Là franchement, pour le lecteur, c'est un vrai régal. Ah non, je sais. C'est quand je vous ai dit, putain, on y voit comme à travers une pelle. L'énigme, ça devait être, y voit-on comme à travers quel objet?
Et en parlant de Perceval, si on discutait du tome 4, Perceval et le dragon d'airain. Donc là, on va rentrer sur un thème qui est hyper cher à Alexandre Astier et en fait que tu retrouves dans toute la série Kaamelott. C'est la relation que peut avoir le roi avec Perceval. D'un côté, t'en as un qui cherche à faire la quête de manière hyper sérieuse, chevaleresque, plein de panache. Et de l'autre, on a un Perceval qui bite rien à rien, qui fait connerie sur connerie. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Et au final, ça te crée une aventure qui est juste extraordinaire. Et en fait, limite, ça renforce encore plus la relation entre le roi et Perceval. C'est vraiment un tome qui est génial, donc je te le conseille. Autre banger, le serpent géant du lac de l'ombre, le tome 5. Là, ça fait référence encore à un épisode de la série, livre 1, épisode 54. Donc là, t'as un tome qui est vraiment trop stylé. En fait, un village est persécuté par une bête légendaire, le serpent géant. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les chevaliers sont déplacés de Kaamelott à un village au fin fond de l'Écosse. Il se passe que des trucs de dingue. Alors là, mon petit pote, si t'es fan de Léo Dagan, là, tu vas le découvrir au summum de son art. Nous, on en est un petit peu maintenant au stade où on considère que les Orcaniens sont des salopes. Il est destructeur, il est impatient. Bref, il est comme on l'aime en fait. Et ça fait aussi partie d'un de mes albums préférés. Parce que si je devais juste le résumer, c'est un joyeux bordel. Mais toujours bien organisé, donc c'est pas mal. Là, on va parler du tome 6. Et on va reprendre le petit point un petit peu dessin et graphisme que j'aime bien. Dans le tome 6, qui s'appelle le Duel des Mages, on va retrouver la rivalité entre Merlin et Elias de Kiliwick. Si, c'est le gars qui a la butte au cerf. Bah si, mais je suis sûr que tu vois qui c'est. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a un dessin qui est ultra dark. Vraiment sur fond de duel, menaces, mais avec des discussions entre les deux protagonistes principaux. C'est magnifique. Ça met une vraie lumière sur ce qu'est la magie au sein de l'œuvre Kaamelott. Il n'y a jamais rien de mystique, quoi. C'est de la magie, donc en soi, il pourrait faire des trucs de fou. Mais sauf que c'est de la magie qui est faite par des humains. Du coup, c'est juste à mourir de rire parce que il y en a un qui est jaloux, il y en a un qui veut prouver, enfin bref, et donc ça rend le truc extrêmement drôle, quoi. C'est d'une absurdité, c'est parfait. On passe au tome 7. Contre-attaque en Carmélide. Alors celui-ci, je dois dire qu'il fait partie des tomes qui vont être un petit peu plus dark, où là on va rentrer un petit peu plus pour ceux qui connaissent dans les livres 5-6 de la série télé. C'est un album qui va être tourné autour de la guerre, autour de la stratégie. On va même trouver des tensions internes entre les personnages. Et donc en fait, on rentre encore plus dans la noirceur du personnage d'Astier. Donc pour ceux qui aiment le livre 5, ça c'est un tome qui régale vraiment. Ensuite, on passe au tome 8, l'antre du basilic. Donc là, on va reprendre un petit peu le côté graphique aussi. On est clairement sur des dessins qui vont être dark. Tout se passe en souterrain. Ça a un côté hyper oppressant. Mais là, je vais juste te dire quelques mots pour te résumer un peu cet album. Arthur, Perceval, Caradoc et Merlin. Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Je te fais simple et efficace. Là, je cherche pas... C'est la représentation parfaite de ce qu'est Kaamelott. Au premier abord, des mythes beaucoup trop grands pour des hommes beaucoup trop petits. Bon, en vrai, c'est très vite résumé. Je te l'accorde. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans toute cette œuvre-là, Astier, ce qu'il nous montre, c'est des humains, comme vous, comme moi. Et en fait, c'est nous mettre face à notre condition d'humain et à ce qu'on est. Parce que les légendes... Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une vraie dichotomie entre ce que l'on aimerait et ce que l'on est. Et donc, c'est là où c'est trop fort. C'est que tu vas retrouver encore un contraste, mais cette fois-ci entre le dessin et la plume. Avant-dernier tome. Les renforts maléfiques. Là, t'es clairement dans une ambiance menaçante, chaotique, surnaturelle. Le royaume est confronté à des forces obscures et ça te met du coup dans un espèce de sentiment d'instabilité, mais tout le long de l'album. Et chaque personnage va réagir un peu à sa manière, avec sa personnalité. Mais du coup, avec cette ambiance générale, tu sens qu'il n'y en a aucun qui est réellement à l'aise avec tout ça. Et donc là, on va retrouver encore un petit peu la fragilité du royaume. Et du coup, tu vois que l'univers narratif d'Astier, il évolue encore une fois. Et il t'amène encore ailleurs. Si t'as encore envie de découvrir un autre pan de cet univers-là, je te conseille de le lire. Et enfin, Caradoc et l'Icosaèdre. Je vais pas rentrer dans le détail de cet album-là. Si je peux te dire quelque chose là-dessus, c'est juste que là, on est au sommet de l'absurdité et du personnage de Caradoc en particulier. Ce monsieur qui fait dormir ses jambons dans son lit. Mais si t'aimes Kaamelott,
clairement faut lire cet album. Dans toute l'œuvre, malgré le fait qu'on puisse aborder des sujets qui peuvent être un peu lourds, profonds, tout ce que cherche Alexandre Astier à faire, c'est nous faire rire. Peu importe la situation, ça reste profondément drôle. Et il arrive à transformer un quotidien lambda en une espèce d'épopée, et c'est là où le gars il est fortiche. Bah ouais mes corneaux. Au final, cette collection de BD, en fait, a fait que compléter une œuvre qui m'accompagne déjà depuis quelques années, et on retrouve tous les éléments qui en font sa force. Parce que peu importe le sujet abordé, c'est toujours très drôle. C'est là où Monsieur Astier, il fait le boulot, quoi. Et il donne vraiment ça très très bien à son public. Voilà les copains, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté ma collection de BD Kaamelott. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!